Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver pour une émission d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Louise de Coligny, la fille de Gaspard de Coligny. L'amiral. Et c'est Nicole Vray qui va nous emmener dans cette visite. Bonjour Nicole. Bonjour. Nicole, je rappelle que vous êtes docteur ès lettres hébraïsante, théologienne, membre de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Et on vous entend régulièrement pour des conférences, pour des prédications d'ailleurs aussi au temple. Et on peut lire vos nombreux livres sur l'histoire et des biographies, pour la plupart de la France moderne. Alors justement, Louise de Coligny, vous avez sorti un livre, Louise de Coligny, Courage et conviction, aux éditions Ampélos. Et vous allez nous raconter la vie de cette jeune femme, puis femme, qui a commencé dans une période très troublée, sa vie. Oui, et surtout des Coligny avant, parce que Louise de Coligny... Oui. Alors par quoi commencer ? Par les Coligny, si vous voulez. Oui. Donc Coligny, on pense tout de suite à Gaspard de Coligny, oui. à l'amiral. Et puis là, Saint-Barthélemy, etc. On pense vite à ça. Mais évidemment, heureusement, il n'y a pas que Gaspard. Alors, ils sont trois frères. Odet, Gaspard et Dandelot. Odet ? Odet, O-D-E-T, c'est un prénom du 16e. Oui. D'accord. Donc, Odet, Gaspard et François Dandelot. Et c'est François Dandelot qui, on ne va pas détailler, est le premier converti au protestantisme, à la Réforme, et qui va convertir ses deux frères, Odet et Gaspard. Donc, on est au XVIe siècle. Oui. La Réforme protestante est assez récente. Oui, exactement, toute jeune. Voilà. Toute jeune. Et donc, il y a déjà des personnes qui se convertissent. Oui, et surtout dans les années, c'est comme ça, c'est presque statistique, dans les années 1559-60, les conversions sont nombreuses dans ces années. D'accord. Souvenez-vous d'ailleurs, Jeanne d'Albret, 25 décembre 1560, à Pau, officiellement, publiquement, etc. Jeanne d'Albret, mère de Henri IV. Mère d'Henri IV, exactement, voilà. Donc Odet, Gaspard et François Dandelot, tous les trois convertis par François Dandelot. Et puis en 1547, Gaspard épouse Charlotte de Laval. Alors pourquoi je parle de Charlotte de Laval ? Parce qu'ils auront 8 enfants, dont Louise. Dont Louise de Coligny, dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Donc on est en 1547, pleine guerre de religion ensuite, bien sûr. En 1554, il part au Brésil, Gaspard de Coligny, il est envoyé au Brésil pour établir une colonie. Ah oui. Ce sera un échec contre les... Enfin, c'est les Français contre les Portugais, et c'est les Portugais qui l'emportent. Donc, échec. Il recommence en Floride un peu plus tard, nouvel échec. Donc, pas de colonie dans ces pays. Donc, c'était colonie française ? Oui. Il voulait faire naître des colonies françaises au Brésil et en Floride. Très bien. Les Portugais ont été les plus forts. En 1559, comme je vous le dis tout à l'heure, de nombreuses conversions ont lieu, dont Jeanne d'Albret, on l'a dit, en 1560. Oui. Et il est appelé, Gaspard de Coligny, chef des protestants. Parce que c'est le plus connu, et puis plus ses frères, etc. Et puis le voilà veuf, et il va épouser en secondes noces Jacqueline d'Entremont en 1571. Alors, je me plais à parler de Jacqueline d'Entremont parce que 1571, c'est la veille de la Saint-Barthélemy, 1572, et elle est à Paris au moment de la Saint-Barthélemy. Donc, Gaspard de Coligny est assassiné.
Et on lui dit à elle, Jacqueline d'Entremont, de rester à Paris. Elle refuse. Elle préfère rentrer en Savoie parce Jacqueline d'Entremont, elle est de Savoie. Ah bah oui, Entremont. Le duc de Savoie lui vaut une haine farouche parce qu'elle avait épousé Gaspard de Coligny et le duc de Savoie voulait l'avoir épousé un de ses proches. Elle n'entend rien, elle rentre en Savoie et résultat, elle est immédiatement emprisonnée. Elle restera en prison toute sa vie, elle meurt en prison et elle avait une petite fille qu'elle ne reverra jamais. Donc, je me plais à parler de Jacqueline d'Entremont, dont on ne parle jamais, on l'oublie, la pauvre, alors qu'elle a été victime et de la Saint-Barthélemy et du duc de Savoie. Donc, elle a eu son mari, son tout jeune, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient mariés. Exactement. Qui est mort... assassiné. 1 an après leur mariage, assassiné. Et elle repart donc un peu chez les siens. Et là, elle se fait mettre en prison. Et voilà. Et elle meurt en prison. Et elle avait une petite fille qu'elle ne reverra pas. Donc une petite fille qui était la fille de Gaspard de Coligny. Oui. Ouais. Oui. D'accord. Et on sait son nom à cette petite fille ? Je l'ai su, je crois que vous me collez, je crois que c'est Béatrice. Je crois, à vérifier. D'accord. Voilà. Alors au milieu de tout ça, notre Louise de Coligny... Alors au milieu, je continue quand même pour l'histoire des Coligny, parce qu'en 72, on sait, c'est donc la politique avec les Pays-Bas pour laquelle l'amiral est assassiné plus que à cause de protestants. Et puis, j'avais mis, je le dis pour rappel, qu'après la Saint-Barthélemy, Élisabeth Ier prend le grand deuil. Évidemment, Élisabeth Ier d'Angleterre prend le grand deuil, tandis que Rome fait frapper une médaille. J'allais dire, c'est normal, logique, disons. Voilà. Et n'oublions pas qu'à Paris, pour ceux qui connaissent Paris, et ceux qui connaissent l'oratoire du Louvre, si vous connaissez l'oratoire du Louvre à Paris, vous avez un très beau monument à Gaspard de Coligny. Ah oui. À côté de l'oratoire du Louvre à Paris. Et je rappelle que cet oratoire du Louvre avait été donné par Napoléon aux protestants. Ah voilà. C'est une église qui a été transformée en temple. Et puis alors, nous revoilà quand même avec Louise, parce qu'elle va épouser Guillaume d'Orange. Oui, reprenons Louise. Alors Louise, oui. Voilà, reprenons Louise. Donc Louise, elle est née... Alors, Louise, elle est née en 1555. 1555. Et pourquoi je me suis intéressée à Louise ? Oui. Parce que, vous me connaissez, vous connaissez mes bouquins, j'aime bien un peu faire revivre ces gens ou qu'on a oubliés ou qu'on a mal connus. Et Louise, j'ai estimé mériter qu'on lui accorde quelques pages parce que elle a été témoin de beaucoup de choses, plus qu'acteur, mais témoin de beaucoup de choses. Alors, comment on le sait ? On le sait par Louise de Coligny, déjà la famille, donc on connaît la famille, et puis par la correspondance. Elle a beaucoup écrit parce que elle a épousé Guillaume d'Orange, des Pays-Bas. Et Guillaume d'Orange avait des filles. Et elle a beaucoup correspondu, elle a quasiment élevé les filles de Guillaume d'Orange. Ils ont eu un garçon tous les deux ensemble. Oui. Louise et Guillaume d'Orange, ils ont eu un garçon, Frédéric Henri. Mais Louise s'est beaucoup occupée des filles de Guillaume d'Orange, et en particulier d'une qu'elle aimait particulièrement. Et donc, on a leur correspondance, ce qui fait qu'on sait beaucoup de choses là-dessus. Et donc puis, là, pardon Nicole, on est dans une famille protestante parce que la famille d'Orange, bien sûr, c'était une lignée protestante. Oui, bien sûr. Oui. D'Europe du Nord, un peu. Tout à fait. Oui. Tout à fait. D'accord. J'avais oublié de dire, excusez-moi du peu, qu'elle avait eu un premier mariage en mai 71, donc 1 an avant la Saint-Barthélemy, avec Charles de Téligny. Ah oui. Et Charles de Téligny a été tué à la Saint-Barthélemy. Donc elle est veuve jeune et elle se remarie donc avec... Et à la Saint-Barthélemy, Louise de Coligny, donc elle perd son mari, alors qu'elle a 17 ans. Et son père. Et son père. Qui se fait assassiner, l'amiral de Coligny. Voilà. Et Guillaume d'Orange, la pauvre,
Louise Guillaume d'Orange, va être aussi assassiné devant elle. Ah oui. Quelques années plus tard. Donc, parce qu'il est protestant ? Non, là c'était des raisons politiques. Oui. Donc 2 maris et un père assassinés. L'histoire dit qu'elle a été frappée d'aphasie. On veut bien le croire. Bah oui, dis donc, oui. On veut bien le croire parce que quand même elle a été victime elle aussi d'une certaine façon, vous voyez. Voilà. Et puis donc elle aura ce garçon, Frédéric Henri, qui naît en 1584, enfin voilà, et qui la décevra. Frédéric Henri, elle veut l'éduquer comme les Coligny, mais il ne suivra pas bien les leçons de sa mère et ce sera un peu une déception pour elle. Puis en 1589, c'est la mort d'Henri III, et donc Henri de Navarre va lui succéder. Oui. En mourant d'Henri III, Henri de Navarre qui va devenir Henri IV. Voilà, sous le nom d'Henri IV. En mourant, Henri III lui dit « Tu me succèdes, tu seras Henri IV, mais abjure », parce qu'il est protestant à ce moment-là. Pour être roi, il faut que tu deviennes catholique. Au XVIe siècle, en France, il faut être sacré à Reims, etc. Et d'ailleurs, il ne sera pas sacré à Reims, mais à Chartres, parce que Reims est prise par les guerres, et donc il sera sacré à Chartres. Henri IV. Henri IV, oui. Oui, d'accord. Voilà. Et alors, il devient catholique, là, Henri IV? Non, il n'abjure qu'en 93. Il met 4 ans pour faire ce qu'il appelle le saut périlleux. Il écrit à Gabriel d'Estrées « Je n'arrive pas à faire le saut périlleux ». Il le fera en 93. Et puis après, c'est facile. Il a fait le saut périlleux, donc il est théoriquement catholique. Donc, il peut être roi sacré. Et en 98, c'est l'édit de Nantes. Alléluia. Oui. Et en 99, alors ça, c'est très important. Donc 1598, l'édit de Nantes, les protestants ont le droit de faire vivre. Leur culte, de vivre. Oui, plus ou moins bien, mais il n'est plus interdit d'interdire, comme on dit. Voilà. Et en 99, figurez-vous, il se passe quelque chose qui aurait dû être en vigueur depuis 1576, qu'on appelait l'édit de Beaulieu, qui n'a pas été appliqué en 76, mais qui est appliqué en 1599. C'est la réhabilitation de toutes les victimes de la Saint-Barthélemy. Ah oui? Ah bon? Oui, on le dit jamais, on l'oublie, et c'est quand même important. Comment ça, la réhabilitation? Des victimes, elles sont... on rend les biens aux familles, parce qu'en plus de l'assassinat, il y a évidemment les biens enlevés, etc., on peut supposer. Donc la mémoire est réhabilitée, les biens sont rendus aux familles, etc. Si tôt que ça? Oui, 1599. Ça aurait dû être fait en 1576. D'accord. Donc oui. Est-ce que c'est parce que le roi était Henri IV? Je ne sais pas. Peut-être, oui. C'est étonnant cette reconnaissance, parce que quelque part, oui, parce que ça ne s'est pas fait en 76. Oui. Et ça se fait en 99. Oui, ça a dû être sous l'influence d'Henri IV. Oui. Donc ça, c'est une reconnaissance d'une certaine façon des protestants. Exactement. Qui ne va pas durer après. Alors, d'autant plus qu'en 1610, Henri IV est assassiné. Oui. Voilà. Et on dit, Marie de Médicis dit, il ne se passera rien, etc. Mais il se passe parce que un an après, les guerres reprennent. Eh oui. Les guerres reprennent. Et en 1620, alors on retrouve notre Louise de Coligny qui meurt en 1620 et qui demandera à être enterrée aux Pays-Bas à côté de son mari, de Guillaume d'Orange. Et c'est son fils, quand même, qui est un peu déçu, qui va quand même respecter la volonté de sa mère et elle rentrera, le corps sera transféré en 1621. Alors vous voyez, Louise... Il faut être honnête, c'est pas une grande figure. Oui. Grande figure, un grand personnage qui a fait des choses extraordinaires. Non, pas du tout. Mais elle a été témoin de tout. C'est ça. Elle a assisté. Elle a assisté à tout. Elle en a été victime collatérale, comme on dit. Voilà. Elle a été présente à tout, même pour l'enterrement d'Henri IV.
elle est loin, elle est aux Pays-Bas, elle rentre que pour les derniers jours. Ah oui. Voilà. Mais, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est intéressante, Louise, parce que elle est toujours là. Voilà. Elle est toujours là, aux grandes dates du XVIe siècle, parce qu'elle est dans 55 et elle meurt en 1620, donc c'est quand même un cheval sur le 16e, 17e. Oui. Elle est toujours là. Voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé de parler d'elle et puis de développer un peu ce qu'elle avait vécu. Ben oui. Alors, vous dites que c'est une négociatrice dans votre livre. Là, je vois un chapitre. Oui, sur la fin de c'est sa Henri vie. IV. Elle s'entendait très bien avec ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Ah, voilà. Et c'est Henri IV qui lui demandait justement de négocier avec les Bourbons. Il y a toujours des problèmes politiques, hein, voilà. Donc, comme elle était l'épouse de Guillaume d'Orange, voilà, donc il y avait demandé de ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose. Non. Mais tout de même, c'est elle qu'Henri IV avait nommée pour essayer de négocier. Oui. Donc, c'était une protestante quand même. Oui, ah bah oui. Elle oui, était oui, engagée au niveau de sa foi. Bien sûr, Ouais, oui. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Coligny et Louise. Très bien. Donc, merci parce que ça nous fait revivre un petit peu la complexité de cette période. Vraiment... Oui, ce XVIe siècle qui est vraiment un siècle... C'est vraiment un tournant, hein. C'est un tournant. Les grandes dates, on les a données tout à l'heure, le Concordat, Luther, les placards. On les a données dans une autre émission, Nicole. Voilà, 1572, 98. Oui, donc on peut redire ça un petit peu. Ce XVIe siècle, redites-nous. Donc, pour revoir un petit peu justement cette avancée à la fois religieuse et politique. Et religieux, voilà. Le politique prend quand même beaucoup de place. Les grandes dates, hein. si vous voulez, parce que c'est déterminant. Hein, c'est des dates déterminantes. Il y a le Concordat, le premier Concordat. Donc le premier Concordat, 1516. François Ier, et la papauté. Et la papauté. Voilà. C'est-à-dire que finalement la France est catholique et est dirigée par un roi catholique. Ah, il est chef religieux. Hein, il est chef religieux. Ouais, c'est ça. Et il y aura un second Concordat, parce que dernier, il n'y a pas de troisième, en 1801-2 avec Bonaparte. Voilà. Et donc la loi de laïcité qu'on est en train de fêter en ce moment, 1905, justement, rétablit un équilibre après le Concordat. Enfin, je ne sais pas si j'ai tout bien compris. Alors, est-ce qu'il rétablit un équilibre ? Mais non, non, c'est pas un équilibre, c'est que il annule les problèmes religieux. 1905, c'est la laïcité. Oui. Donc, c'est la liberté de conscience aussi. C'est la liberté de conscience. Donc ça redonne à chacun le droit de pouvoir... Exactement. Quelqu'un a dit, je l'ai entendu ce matin, une phrase qui a été prononcée justement au moment de 1905. Je l'ai entendue ce matin, mais je ne sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est Aristide Briand qui a dit... Genre, hein, parce que je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'était genre, la foi, c'est très bien si la foi ne devient pas la loi. Ah oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. La loi de 1905, du 9 décembre 1905, séparation des églises et de l'État, c'est ça. C'est la foi ne doit pas devenir la loi. C'est ça. Ouais. Voilà. Chacun a le droit il vit sa vie vivre privée. Sa foi, voilà, il vit sa religion, mais sans en imposer quoi que ce soit. Exactement. Au niveau de l'État. Voilà. Donc avec on a le respect de l'autre. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Alors ça, c'était le Concordat. Donc le Concordat, ensuite, on a Luther. Ce XVIe siècle, bien sûr, l'arrivée des idées de 1517, c'est l'année suivante. Hein. C'est l'année suivante. C'est intéressant à voir. Quel choc. Quel choc. Le choc des titans, là. Le choc des titans, exactement. Parce que les idées de Luther, elles vont se répandre aussi très vite. Et tout le Nord, hein. tout le nordique européen sera luthérien. Et la France, alors ça c'est aussi intéressant, c'est bien de le souligner, la France est en tenaille. Elle est prise en tenaille entre tout le Nord réformé luthérien et tout le Sud
catholique Italie, latin. Espagne. Et il faut qu'elle négocie, il faut qu'elle voilà. Ouais. Eh ben, elle négocie rien du tout, elle restera catholique. La France restera catholique et conservatrice. Et donc, vous nous disiez l'autre fois, lors d'une autre émission, que au début du XVIe siècle, là, il y avait 10% de la population française qui était protestante, qui avait adhéré aux idées de la Réforme. 10%. 10%, c'est énorme. Oui. Et ensuite... vous divisez par 2 à chaque siècle. À chaque siècle, à chaque fin de siècle. Donc, après la Saint-Barthélemy, il n'y en avait plus que 5%, puisqu'il y a eu tellement de morts. Oui. Et ensuite... Ça a continué à descendre jusqu'à aujourd'hui. Vous divisez par 2 chaque siècle. Ça fait un fou. Ouais. Et ce sont des chiffres, je ne sais plus si c'est pas Patrick Cabanel qui les avait retrouvés. Et Chaunu a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Voilà, alors Luther, non seulement religieux, mais politique, économique, social, tous les problèmes de fin de vie ne sont pas du tout traités de la même façon dans les pays nordiques luthériens que dans les pays catholiques latins, tout le monde le sait, ce n'est qu'un exemple. Mais il y en a Mais ça dit beaucoup d'une façon de considérer la vie humaine, en fait. Voilà, et de laisser libre, la foi, et de laisser libre la personne, libre de son choix, de mourir à la personne. Là, excusez-moi, mais pas toujours libre. Bref, c'est un autre débat. Oui. Et puis les placards en 1534. Alors, l'affaire des placards en 1532. Voilà ce que c'est les placards. C'est des réformés un peu excités. Il y a toujours des extrémistes et des excités partout. Oui. Qui, en 1534, ont affiché des placards, ont placardé 1532. des affiches anti-catholiques, on les a virulentes, méchantes, ça frise presque l'absurde. Sur les portes de la chambre du roi. Voilà, exactement. Ce qui prouve qu'il y avait beaucoup de réformés autour du roi. Ah oui, effectivement. Ça aussi, il faut le souligner. Et que ça se passait pas si mal. Et puis cette affaire des placards met le feu aux poudres, au sens vrai du mot. Et voilà. Et donc, 30 ans après... Mais voyez, on va vers les guerres de religion. Oui. Parce que les guerres de religion, c'est 62, octobre 62. Ah oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est mars, c'est Vassy. Vous vous souvenez, Vassy parce que les réformés, en 60, ils ont le droit de pratiquer leur religion hors les murs. Et à Vassy... Donc d'aller faire les cultes en dehors des villes. En dehors des murs. Oui. Et puis à Vassy, en mars 62, les troupes de Guise arrivent, entendent des chants, des psaumes, des machins, des trucs, et jugent que c'est dans les murs. Ah oui. Et ils vont attaquer. Donc ils vont tuer les... Ça s'est passé. Là, on est en mars 62. Tuer les protestants qui étaient en train de faire leur culte. Voilà, exactement. Et c'est ça qui va déclencher finalement la première guerre de religion. Octobre, ça négocie. On a les négociations entre François de Lanoux, Catherine de Médicis qui négocient, etc. Mais ça donne rien. Et en octobre 62, la première guerre de religion éclate. Et ça va durer. Donc 62, avec notre Louise de Coligny qui est née en 1555. Elle a 7 ans au moment où la première guerre de religion. Oui. Elle vit toutes les guerres de religion. Elle vit toutes les guerres de religion. Donc elle a quand même une enfance... compliqué. Le père meurt. Dans un climat très Le premier mari, Charles de Téligny. Le second mari, Guillaume d'Orange. Elle est complètement mêlée, en fait, à toutes ces turbulences. Elle est témoin de tout. Elle est témoin de tout. Très intéressant. Hein. Comme témoin d'une époque, en fait. Exactement. Cette femme. Exactement. Oui. Donc, on peut lire votre livre aux éditions Ampélos, Louise de Coligny, Courage et conviction. Voilà, comment une femme à cette époque-là peut garder son cap quand même, parce qu'elle est restée fidèle. Exactement. Et puis voilà, elle a élevé donc les filles de son mari. Ouais. C'est quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire à sa façon. D'une certaine façon. Même si elle n'est pas très connue. Exactement, mais c'est pour ça que je voulais parler d'elle, parce qu'elle méritait. Elle méritait qu'elle sorte de l'oubli et de la méconnaissance. Oui, tout à fait. Parce que quand on dit Louise de Coligny, qu'est-ce qu'on entend ? On entend Coligny. On entend Coligny, bien sûr. On entend Coligny. Bien sûr. Ouais. Et c'est sa fille. Tellement, tellement connue. Ok, merci beaucoup Nicole pour cette plongée dans l'histoire
Et voilà, ce qui fait aussi l'identité protestante, parce que c'est vrai que en tant que protestant, on est marqué dans notre histoire par ces persécutions qui ont eu lieu, dans lesquelles les protestants ont aussi pris une part de réponses violentes parfois. Qui n'ont pas cessé jusqu'à l'édit de Nantes. Oui, qui n'ont pas cessé jusqu'à l'édit de Nantes. Et voilà, une autre fois, on pourra, je ne sais plus si on l'a déjà fait, mais voir aussi comment beaucoup de protestants ont quitté la France, sont partis dans les pays du refuge. J'ai oublié de dire aussi que pour la Saint-Barthélemy est une des dates les plus marquantes de l'histoire religieuse en France. Ben oui. Et c'est si vrai que, souvenez-vous, pour les 450 ans de la Saint-Barthélemy, donc en 2022, si je sais calculer. Oui, c'était 1572. C'est le pasteur qui a proposé, et ça a été accepté par l'évêché, d'une grande marche. Oui. Je ne sais pas si vous venez de ça. Oui. Entre de la cathédrale et le temple. Jusqu'au temple. Une grande marche a eu lieu. C'est dire que cette Saint-Barthélemy est restée. C'est vraiment une des dates vraiment les plus marquantes. Oui, tout à fait. Et cette marche avait eu lieu et ça s'était bien passé. Oui, avec une belle arrivée et une belle fraternité dans le temple. Voilà, et une cérémonie religieuse, je crois, au temple. Après. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nicole. Merci. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.